Nous sommes Nina Payen et Camille Georges. Vous écoutez Pause Théâtre, le podcast qui vous dévoile l'envers du décor. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pause Théâtre, c'est Nina et Camille. Et aujourd'hui, nous vous retrouvons pour un nouvel épisode porté sur Beckett et nous accueillons Valentin. Bonjour. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter un peu pour tout le monde ? Oui, je m'appelle Valentin, je suis en 3e année au cours Florent. Et on m'a invité pour parler de Beckett parce que je suis un peu fan de Beckett, mais voilà. C'est rien de le dire. Voilà, c'est ça. Mon expertise s'arrête là, mais quand même, je suis assez fan de Beckett pour pouvoir en parler pendant assez longtemps. Et bah tant mieux. Bah du coup, d'où t'es venue cette passion pour Beckett ? C'est difficile, mais je pense que c'est au moment où j'ai découvert que Beckett avait écrit des romans, et j'ai lu ces romans. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose, c'est à partir de là que j'ai commencé à tout lire de lui. Et parce qu'en fait, évidemment, je connaissais ses pièces de théâtre à la base, mais une fois que je me suis intéressé à son œuvre en dehors du théâtre, j'ai compris à quel point c'était important. Et du coup, ça m'a amené à m'intéresser plus généralement à la littérature irlandaise. Oui. D'ailleurs, il faudrait préciser, non, parce qu'on part directement là-dedans en mode connaisseur de Beckett. Oui, voilà. Mais qui est cette personne ? Non, du coup, c'est un auteur qui d'abord est britannique et qui ensuite est arrivé irlandais. Et qui ensuite est arrivé en France. C'est très important, le côté irlandais. Et explique-nous pourquoi. Du coup. C'est justement la prose de Beckett. Déjà, Beckett est fan de James Joyce, justement, qui est lui aussi irlandais. Et toute sa littérature est traversée par des motifs qui viennent de l'Irlande. Et quand, par exemple, on lit le théâtre de Synge, en fait, on se rend compte que il y a plein de... Par exemple, le personnage du vagabond qui marche. Les personnages de vagabonds, tu vois, c'est quelque chose qui vient de la littérature irlandaise. Il y a plein de façons de parler, de manières de construire les phrases qui viennent du parler populaire irlandais, du parler populaire anglais pensé en gaélique. D'accord. Donc il n'est pas du tout étranger à l'Irlande. C'est important de le rappeler parce que on a tendance à le considérer un petit peu comme une sorte de littérature de l'humanité en général, à quelque chose de très abstrait, mais il a quand même des racines assez profondes là-bas. Et du coup, après, il est arrivé en France, et alors ça, je suis pas sûre, il a appris le français en arrivant ou il le connaissait déjà ? Il le connaissait déjà. Ok. Et du coup, après, il a écrit ses pièces en français, c'est pas toutes ses pièces qui le sont, mais... Parce que c'est différent d'avoir un écrivain étranger traduit que d'avoir lui sa pensée. Il a écrit ses premiers romans en anglais, normal. Watt, par exemple, était un roman écrit en anglais. Et quand il a commencé à écrire en français, c'était donc avec le premier roman de sa, entre guillemets, trilogie, Molloy. Donc Molloy, Malone meurt et L'Innommable. Et c'est après avoir écrit cette trilogie romanesque qu'il s'est, entre guillemets, purgé en écrivant En attendant Godot. Et En attendant Godot, c'est un peu le concentré, si tu veux, de toutes les trouvailles et de toutes les idées qu'il a eues en écrivant ses romans. C'est quelque chose qui se voit, quoi. Presque, les romans sont un peu une sorte de recherche qui aboutissent à En attendant Godot. C'est pour ça que aussi la pièce est si... elle est sous-tendue de quelque chose, même si elle est absurde. Mais et qu'est-ce que t'aimes chez Godot ? Enfin, qu'est-ce que tu trouves mieux dans la pièce en attendant Godot. Non. Vu qu'il n'est pas dans la pièce, donc... J'aime tout, oui. Non, qu'est-ce que t'aimes chez Beckett ? Qu'est-ce qui te fait aimer ce dramaturge plus que tout, quoi. Enfin, plus que tout, mais... Plus qu'un autre. C'est difficile de dire pourquoi on aime quelque chose, mais déjà il a un sens de l'humour qui est incroyable. C'est hilarant, et en plus évidemment ça touche à l'humanité, mais encore une fois là on fait des interprétations. Quand on dit que ça touche à l'humanité, tu vois, il est encore plus drôle que ça parce qu'il est sceptique même vis-à-vis des interprétations qu'on fait de ses pièces. D'ailleurs dans Fin de partie à un moment on dit qu'est-ce qu'on est en train de signifier, quoi. Il se pose la question, du coup oui c'est très philosophique, et puisque moi du coup j'ai fait des études de philo avant, forcément ça touche une corde sensible, quoi.
J'avoue que moi, par exemple, Beckett, j'ai beaucoup de mal. J'ai pas lu beaucoup de pièces, je dois avouer. Et quand j'ai vu Fin de partie, j'ai bien aimé. Mais j'ai trouvé ça long. Comment tu pourrais présenter Beckett à quelqu'un qui ne connaît pas ? Lui résumer son œuvre, quoi. Mais déjà, je dirais que le fait de lire les pièces de Beckett, c'est quelque chose qui est assez difficile. Parce qu'elles sont assez lourdes en didascalie. Et plus le temps avance, plus les pièces sont écrites quand il a avancé en âge, plus elles sont lourdes en didascalie. Et du coup, c'est très très difficile, en les lisant, de se rendre compte de à quoi ça ressemble, quoi. À un moment, c'est fin de partie, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est 50% didascalie, 50% parole, quoi. Donc peut-être commencer par ces romans, justement, qui sont, extrêmement intéressants, et notamment son premier roman, Molloy. Donc ça, c'est pour commencer, qui est le premier roman de sa trilogie, entre guillemets. Ensuite, si je devais présenter Beckett... Déjà, Beckett, c'est une figure un petit peu... presque légendaire, quoi. Enfin, il y a une sorte de mythe autour de Beckett. Je veux dire, il y a plein d'anecdotes incroyables autour de Beckett. Quand il a reçu son prix Nobel de littérature en 69, il me semble, la télévision suédoise a fait donc du coup une interview sur lui, et il a accepté à condition que pendant l'interview il ne dise rien. Donc en fait il y a une interview de 1 minute 30 où il ne dit rien, il est juste filmé par la télévision suédoise. Bref, il a cultivé... C'est un personnage. Il a cultivé son personnage. D'ailleurs c'est assez paradoxal, parce que lui il refuse, si tu veux, d'être... de parler de sa vie personnelle, mais d'un autre côté, il cultive un personnage, quoi. Donc, évidemment, c'est pas le seul de ces paradoxes. Mais par où commencer ? Dire déjà qu'il n'est pas étranger à la littérature de son époque. Il y a des gens dont il est proche, autant littérairement que dans la vie. Notamment, je pense à Nathalie Sarraute. Ah oui. Son roman, le théâtre de l'absurde en général, et ses romans peuvent être attachés au nouveau roman. C'est un parallèle qui est peu fait, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs, lol, de lire en premier pour découvrir Beckett, notamment en théâtre, puisque on est quand même un podcast de théâtre. Quelle serait la pièce la plus accessible, entre guillemets ? C'est En attendant Godot. Je pense que c'est la plus accessible. Parce que Oh les beaux jours, Fin de partie, et tout ce qui est haute comédie, etc. Sinon, il y a des pièces radiophoniques. Ok. Il a fait des pièces radiophoniques qui sont extraordinaires, mais ce qui est donc on peut les écouter. Elles sont sur YouTube Alors, on peut les trouver sur YouTube, mais c'est que en anglais, ce qui est dommage, parce qu'il y en a certaines qui ont été écrites en français, notamment une qui s'appelle Cascando, que je n'ai pas trouvée en français. Mais donc oui, en fait, voilà, si vous voulez, vous pouvez écouter Beckett sur YouTube. Il y a des pièces radiophoniques, il y a même des pièces télévisuelles. Alors c'est particulier. Hein. C'est quoi une pièce télévisuelle ? C'est difficile à dire, mais en gros, c'est un truc de télé, quoi. Enfin, en gros, il y a une pièce qui s'appelle What Where. Je crois que c'est disponible sur YouTube, et genre c'est des visages qui apparaissent et qui disent des choses et qui disparaissent. Il y a aussi Quad, c'est de la musique avec des gens qui marchent dans une pièce carrée sans rien dire. Mais ça, c'est des pièces qu'il a écrites à la fin de sa vie, donc c'est vraiment très expérimental, quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'héritage qu'a laissé Beckett ? Parce qu'on voit par exemple beaucoup de dramaturges. Je pense notamment à Jon Fosse, où son écriture est très épurée, et ce qui s'inspire beaucoup de Beckett. Qu'est-ce que tu penses de l'empreinte qu'a laissé Beckett dans le théâtre ? Alors là, je vais citer la page Wikipédia de Beckett, parce que je l'ai lu, mais voilà, je veux dire aussi, c'est quelque chose qu'on lit quand on s'intéresse à quelqu'un. Mais Beckett, il disait qu'à la fin de sa vie, il aurait bien aimé arriver sans texte et construire le texte avec les acteurs. Donc finalement, peut-être qu'on disait c'est un peu le précurseur de ça. De l'écriture au plateau, quoi. Pas vraiment, mais disons que ça l'a intéressé. Mais c'est difficile en fait de dire son héritage, parce qu'il a influencé tellement de choses, et à la fois c'est tellement unique ce qu'il a proposé.
quand on voit du Beckett, c'est évident que c'est du Beckett. Ouais. Il y a plein de, je sais pas moi, comment il s'appelle, le théoricien du plateau nu. Brooke, voilà, c'est ça. Il a influencé lui. Il a influencé tout un courant minimaliste, peut-être. Oui, non, c'est difficile. En fait, il y a eu une influence tellement grande qu'on ne peut plus vraiment le retracer, quoi. Et alors, du peu que j'en ai lu, malheureusement, de Beckett, pour moi, les grandes thématiques, ça revient à l'humain, la société, la religion, peut-être aussi. La perte de sens. Ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que t'as des petits trucs à rajouter aussi là-dessus, quoi ? Parce que, surtout la vision de la religion, moi, c'est un truc qui me fait mourir de rire à chaque fois dans ces pièces. C'est pas mal, quoi. Dans fin de partie où il dit Dieu, il est... Qu'est-ce qu'il dit ? Il est pas là, ce con ? Oui, j'ai plus comme ça. On aurait dû le tuer, un truc dans le genre. Dieu n'est pas mort, on aurait dû le tuer, ou alors un truc. Ils disent un truc dans le genre. Oui, mais il y a une discussion encore plus drôle dans En attendant Godot où ils disent, en fait, ils commencent à parler de l'évangile. Il y en a, je sais plus qui dit quoi, si c'est Vladimir ou Estragon qui parle, mais en gros, il y en a un qui parle et il commence à parler de l'évangile et ça finit par les gens sont cons. Et c'est un passage très très drôle. Et il y a aussi un passage dans Molloy où il se pose des questions. En fait, c'est une suite d'une série de questions sur la religion, en effet. Mais c'est plus une parodie des réflexions sur la religion que vraiment une réflexion sur la religion elle-même. Mais sinon, il y a d'autres thèmes qui sont peut-être plus évidents dans ces romans, mais qui existent aussi dans ces pièces. Par exemple, quand dans Fin de partie, il lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu es là ?» Et l'autre lui répond « Pour te donner la réplique. » Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et il y a une sorte de scepticisme, en tout cas une vigilance dans l'écriture de Beckett à propos de sa propre écriture, à propos de l'acte d'écrire lui-même. Il y a comme si la parole, en fait, mais Fin de partie, c'est ça, comme si la parole voulait se terminer elle-même. Et d'ailleurs, c'est pas que dans Fin de partie qu'on a ça, dans L'Innommable, donc troisième roman, où c'est une sorte de conscience plongée dans une sorte de gris tiède, qui monologue, qui essaye de se taire sans jamais y arriver. Y a ça. Il y a aussi... il y aurait vraiment énormément de choses à dire. Énormément de choses à dire. Il y a des réflexions sur l'aphasie. Il emprunte des thèmes que Proust a emprunté de Bergson. Bref, c'est sans fin. C'est sans fin. Beckett est un être extrêmement cultivé. Et ça se ressent. Ça se ressent. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas forcément de références directes, parfois il y a des références un peu mystiques, si tu veux, à certains pans de la culture. Et parfois, il nous prend un peu pour un con, c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire que parfois, il utilise un mot très simple de la mauvaise manière, et parfois, il utilise un mot extrêmement complexe de la manière exacte qu'il faut. Du coup, il y a un petit jeu avec l'écriture elle-même, c'est très rigolo. Et nous, spectateurs, quand on va voir une pièce de Beckett, ou même quand on lit, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Dans quel état d'esprit on doit y aller ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais... Oui. Parce que c'est très... c'est à la fois subtil et pas très subtil, mais... Oui, mais déjà, alors... comme écriture. Oui, mais déjà, par rapport à l'interprétation, peut-être, quelle interprétation on peut en faire ? Parce que Beckett lui-même, il dit, on peut pas... il est rétif à l'interprétation de ses pièces, il n'a pas envie qu'on les interprète, mais en même temps, il est impossible de ne pas interpréter un texte. C'est le propre d'un texte, c'est qu'il est interprétable, et le texte de Beckett est interprétable au même titre que tout autre texte. Et le fait que Beckett dise que son texte n'est pas interprétable, c'est peut-être déjà une clé de lecture, tu vois. C'est-à-dire que c'est presque... disons que ce qu'on entend, ça signifie quelque chose, mais pas forcément... comment dire ? Ça signifie malgré soi, quoi. Donc il ne faut pas forcément être attentif à ce qui est dit, mais plutôt à une atmosphère, et se laisser porter par l'atmosphère, voilà.
et peut-être presque par la sonorité, quoi. Il faut pas y aller trop en intellectualisant. Vraiment, ce serait l'erreur à faire. Il faut vraiment se concentrer sur le corps des acteurs, parce que souvent, dans Beckett, c'est ça que les acteurs travaillent. C'est le corps, la voix, faire sonner le texte. D'ailleurs, ça, dans Fin de partie, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé que ça marchait. Oui, mais justement... Vraiment énorme travail sur le corps, énorme travail sur le fait de faire sonner les mots. Donc, on entendait tout. Et ça, c'était bien. Si Beckett dit qu'il ne faut pas interpréter, comment lui, il écrivait aussi, tu vois ? Parce que si lui écrit sans avoir d'idée derrière la tête, parce que c'est spécial quand même, ces pièces-là, ces textes, on ne peut pas se dire qu'il il écrivait en mode « bon bah, je m'en fiche quoi, j'écris ce qui passe par la tête ». Il y a un peu de ça. Mais en fait, il emprunte à James Joyce, du coup, le mode d'écriture automatique. C'est-à-dire qu'il utilise l'écriture automatique, mais dans son écriture automatique, il est sceptique de sa propre écriture automatique. Enfin, c'est-à-dire qu'il écrit et en même temps, il dit non, c'est mauvais. C'est-à-dire, en fait, parfois, notamment il y a ça dans Molloy, mais il y a surtout ça dans le deuxième roman, Malone meurt, où il commence à faire des histoires et du coup, le personnage qui invente les histoires dit non, c'est nul, et il recommence. Du coup, il utilise beaucoup... il utilise l'écriture automatique. Mais c'est plus un matériau qu'il utilise. Et il y a une figure de style que j'aime beaucoup, qu'il utilise beaucoup aussi, c'est l'épanorthose, où le personnage, ou la personne qui parle, le narrateur, se reprend. Non. Il se contredit. Et parfois, c'est le narrateur lui-même qui se contredit. Parfois, du coup, en fait, on entre dans une sorte de... Ce n'est plus vraiment le sens... sens S majuscule qui porte le sens, mais c'est autre chose, c'est une sorte, c'est une ambiance, et c'est valable autant dans ces pièces que dans toutes ces autres œuvres littéraires. D'accord. Et alors, pour revenir sur les didascalies, et du coup sur le spectacle Fin de partie de Osinski, beaucoup de didascalies, comment on met en scène du Beckett, et est-ce qu'on peut se dire, bon moi je m'en fiche, je change toutes les didascalies, je fais ce que je veux. Alors, c'est très intéressant, et une question extrêmement intéressante. Et je n'attendais que cette question. Oui, c'est vraiment la question à laquelle je me suis préparé, et sans déconner, c'est la question à laquelle je me suis préparé. Je vais pas parler de Beckett, mais je vais parler de Feydeau. Feydeau. Ok. Vous voyez, là, Feydeau. on prend... C'est exactement la même attitude qu'on doit avoir qu'avec Feydeau. Feydeau, c'est pareil, il a des didascalies extrêmement précises, mais évidemment, il y a c'est de l'horlogerie en fait, les pièces de Beckett. C'est-à-dire que tout est millimétré. Bon, on l'a vu, tout est millimétré. Il y a des déplacements à droite, à gauche, etc. Et Beckett d'ailleurs fait exactement comme Feydeau. Parfois, il y a une de ses comédies qu'il a écrites qui est presque sans mots, où c'est des gens qui sont assis sur une chaise, ils se lèvent, ils sortent, etc. Bref, il les appelle 1, 2, 3 et il décrit leur mouvement dans l'espace. Et comme Feydeau, qui parfois appelle ses personnages 1, 2, 3, le machin est à gauche. Je pense qu'il y a un peu une sorte de révérence qui est faite à Beckett, qui n'est plus trop faite à Feydeau, vis-à-vis du respect des didascalies. Voilà, du respect des didascalies. Peut-être que dans quelques années, on finira par avoir une vision un peu plus, pas critique, mais plus démythifiée de la mise en scène qu'a voulu Beckett. Parce que c'est vrai que Beckett lui-même, il était très... quand il allait voir comment se passait la mise en scène de ses pièces, tu vois, il était très strict par rapport au respect de... Mais c'est difficile, encore une fois. Mais c'est comme Feydeau, hein. Il faut à la fois respecter, il faut savoir quand respecter et savoir quand ne pas les respecter, mais il faut quand même faire attention. C'est-à-dire, c'est pas là pour rien. C'est de l'horlogerie. Tu penses qu'il faudrait un peu, on va dire, salir les mises en scène qu'on a l'habitude de voir de Beckett, très fidèle à ce que voulait Beckett, c'est-à-dire très gris, très sobre. Tu penses qu'il faudrait un peu, ou que plus tard, ça sera comme ça, balayer un petit peu pour être un peu plus moderne, entre guillemets? Mais je pense qu'on peut le subvertir, mais encore une fois, il faut le comprendre pour le subvertir, tu vois. Je pense qu'un metteur en scène qui est fan de Beckett et qui a compris Beckett, tu vois, il peut remplacer je ne sais pas moi, le gris par le rose. Enfin, je sais pas, il peut faire quelque chose, quoi. Bon, c'est vrai que là, du coup, la fin de partie au théâtre de l'Atelier, c'était gris. Bon, c'était assez, ça respectait assez. Mais
C'est difficile à dire, tout dépend de la mise en scène. Forcément, il faudrait le voir pour voir si ça marche, en fait. Oui. Toi, tu penses que, par exemple, justement, en parlant de la mise en scène de Jacques Kosinski, que moi j'ai beaucoup aimé, qui est très simple, enfin, je pense que c'était quand même beaucoup de travail, mais au niveau de la mise en scène, de la scénographie, tout ça, c'était quand même assez simple. Je dirais pas simple, mais je dirais ça respecte les didascalies. Oui, c'est ça. Et de toute façon, la pièce en elle-même, ça décrit beaucoup, mais en soi, il n'y a pas tant d'objets que ça. Oui. Donc c'est pour ça, le simple, c'est juste qu'il n'y a pas tant d'objets que ça sur scène, mais c'est pour elle ça. Est pas simple non plus, tu vois. Enfin, c'est pas le mot, parce qu'en soi, elle est travaillée. Bien sûr. C'est surtout la mise en place, je pense, des acteurs. Il y a eu vraiment un travail sur ça. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette mise en scène ? Qu'est-ce qui t'a plu ou moins plu ? Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je crois que c'est la troisième fois que je le répète. Alors je ne suis pas sûr, mais du coup il porte un chapeau. Enfin, tu vois, il porte un chapeau vert au lieu d'un chapeau melon. Enfin, il me semble que c'est une des différences. C'est vrai que c'est assez fidèle au texte. Donc c'est quelque chose on pourrait critiquer, en effet, peut-être, que ce soit aussi fidèle au texte. Ouais, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que ça rend Beckett accessible dans sa fidélité au texte. Oui. Ouais. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait les deux, tu vois. Ouais. C'est bien qu'il y ait les deux. C'est vrai qu'il y a un peu deux pôles. Le respect de Beckett et un peu ne pas le respecter. Mais d'ailleurs, il y a eu une polémique récemment aux Pays-Bas, je crois, où ils ont voulu monter En attendant Godot avec des femmes, sauf que Beckett a dit expressément, tu vois, ça pose la question, ça pose une question éthique importante, tu vois, est-ce qu'il faut le respecter ou pas ? Moi je pense que justement non, ça c'est une des choses à ne pas respecter, typiquement c'est ça. La distribution la distribution féminine masculine, Beckett a donné c'était les années 50, début des années 50, Mais c'est inscrit, alors je ne sais pas si c'est dans la loi vraiment, mais c'est un vrai sujet. Beckett a interdit En attendant Godot avec des femmes. C'était dans son étudié carrément à la fac. Il y a même des avocats qui sont prêts qui lancent des poursuites judiciaires. Ça rentre dans le droit moral en fait. T'as pas le droit de. C'est volonté en fait. Mais encore une fois, tu vois, il y a des questions, genre une personne non binaire, qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, je veux dire, et une personne transgenre, je veux dire, au bout d'un, tu vois, il y a des questions aujourd'hui qui finissent par rendre un peu caduque cette volonté, quoi. Donc typiquement, c'est ça qui n'est plus valable, et en plus, ça pose des questions sur la propriété d'une œuvre après la mort de l'auteur, quoi. D'autant plus que le théâtre est une œuvre collective dans la mesure où les gens mettent en scène, t'as des acteurs, etc. Je trouve pas ça. Je pense que si Beckett était vivant aujourd'hui, j'ose penser qu'il aurait changé d'avis, quoi. J'aurais pensé aussi. Si toi tu devais mettre en scène une de ces pièces, ça serait laquelle et qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que tu respecterais très bien les didascalies ou est-ce que tu changerais pas mal de choses. Si je devais mettre en scène, moi je pense que ce serait une de ces... Même adapter un roman, peu importe, mais si tu veux mettre quelque chose sur la scène, quoi. Sur une scène de théâtre ? Ouais. En physique, quoi. Ouais, en physique, ouais. Il y a un petit texte qu'il a écrit qui s'appelle Le Dépeupleur, où c'est des gens qui sont dans une sorte de cylindre qui tourne perpétuellement et ils grimpent. Bref, je vais pas aller dans le détail, mais c'est des sortes, il y a 200 Sisyphes qui ont chacun 1 mètre carré pour vivre, quoi. Et j'aimerais la mettre en scène et faire en sorte que ce soit une œuvre collective, quoi. Ça serait, il y a une possibilité que ce soit incroyable. C'est pas forcément une pièce de théâtre, mais il a écrit plein de textes comme ça qui sont un peu abstraits de tout genre, tu vois. L'image, Premier amour. Et du coup le dépeupleur, qui sont c'est plus intéressante à mon avis. D'accord, ok. Et si tu devais jouer un personnage ? Un personnage ? Lucky du coup En attendant Godot, vu que je connais déjà le monologue, donc je connais tout. Du coup je connais tout le texte. Tu peux nous faire un petit extrait ? Bien sûr. Vas-y. Étant donné l'existence, telle qu'elle jaillit des récents travaux publics de Poinçon et Watman, d'un dieu personnel, Caca, à barbe blanche, Caca.
hors du temps de l'étendue, qui du haut de sa divine apathie, sa divine atambie, sa divine aphasie, nous aime bien, à quelques exceptions près, on ne sait pourquoi, mais ça viendra. Et souffre, à l'instar de la divine Miranda, avec ceux qui on ne sait pourquoi, mais on a le temps dans le tourment. Bref, je ne vais pas continuer, mais tu vois, par exemple, référence mystique, Miranda, c'est un personnage de Shakespeare, bref. Tu vois, vraiment, c'est des trucs qui vont de nulle part, quoi. Est-ce que tu as une citation dans toute son œuvre qui te plaît particulièrement, qui ressort un peu ? Oui. Mais je ne sais pas si je m'en rappelle précisément. Ce serait bien de m'en rappeler précisément. Il dit c'est comme un enfant qui joue dans la boue, mais sans la boue. Et sans l'enfant. Juste le désir. Et il parle de quoi en disant ça ? Il parle c'est difficile à dire. Encore une fois, il parle, à mon avis, de sa propre littérature, mais il y a aussi, à un moment, il a eu des amis peintres, et quand il a présenté, du coup, il a présenté, si tu veux, les tableaux de ses amis peintres, comme s'il présentait sa propre vision de la littérature, mais du coup ça correspondait aussi, enfin c'est quelqu'un de très spirituel, quoi, enfin il a beaucoup d'humour, donc c'est un peu du lard ou du cochon, c'est difficile à dire. Encore une fois, il est paradoxal. Est-ce que tu aurais une dernière petite anecdote de Samuel Beckett à nous partager avant de finir ce podcast ? Oui, il y en a plein. Du coup, je vous ai raconté le truc où il a fait l'interview, truc. Alors, je crois qu'il existe une biographie de Beckett qui s'appelle « Le jour où Beckett a mangé une orange ». Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Mais je ne l'ai pas lu, malheureusement. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça ? Parce qu'un jour, dans une de ses lettres, Beckett a écrit « Aujourd'hui, virgule, manger une orange ». Point. Mais en fait, c'est la seule chose qu'il a dit de sa vie, tu vois, donc c'est un peu ça. Il y a aussi... il a eu une maison en Seine-et-Marne. Et quand il a eu le prix Nobel de littérature et qu'il est devenu un peu célèbre, les gens s'arrêtaient devant sa maison et il avait une magnifique vue sur la plaine. Et donc du coup, il a fait construire un mur gris énorme pour pas que les gens le voient. Oh, le rageur. Ah non, mais c'est un vieux grincheux, quoi. C'est le mec de Up, quoi, mais sauf qu'il a pas eu la rédemption, le redemption arc. Il est mort dans son aigreur. Et ouais, exactement. Quoi d'autre Il est incroyable, ce perso. Ah, mais il est légendaire. Bon, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Valentin, d'être venu nous parler de Beckett. J'ai beaucoup parlé, vous avez peu parlé, je suis désolé. Non, mais c'est le but. Merci beaucoup, ça nous a vraiment beaucoup intéressés. Surtout que pour qu'on connaisse Beckett, tout simplement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à 10h. Sur ce, des bisous.